Aaron, moi on disait Aaron, il y avait deux ou trois petites choses, mais je ne connaissais pas exactement le corpus de l'œuvre de Straub. Or je crois qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans mon cas, et que la compréhension, l'analyse, parce qu'il faut dire que ce qu'a écrit Deleuze dans Image Temps est intéressant, attire l'attention sur les Straub, mais et pour quelqu'un qui ne les a pas, qui n'a pas vu le film de Straub, rigoureusement inintelligible, c'est-à-dire que ça n'a pas de sens, on ne voit pas du tout ce que ça veut dire, parce que il ne permet pas, les pages que Deleuze lui a consacrées, ne permet pas à quelqu'un qui n'a pas vu un film de Straub de se rendre compte du tout, que ça peut-être, ça c'est absolument certain. Je ne sais pas, pour moi tout au moins. Je ne m'en suis rendu compte qu'en regardant les films. Donc d'où l'importance de la présentation d'Alexandre. C'est ça, ce qui est dommage. Enfin, si précisément ça passe, comme ça passe sur l'Internet, puisque les séances peuvent être rediffusées, ça n'a pas d'importance, puisque ce que tu diras sera diffusé pour un plus grand public. Donc les gens, à ce moment-là, pourront se rendre compte de quoi il s'agit. Je te laisse la parole. René, merci à toi. Merci à vous tous. Je suis comme d'habitude heureux de venir et de revenir dans ton séminaire. Merci à Thierry aussi pour cette patience. Un peu fort, Alexandre, parce que j'ai pitié de mes oreilles. Ah oui, pardon. Je te remerciais René, je remerciais aussi Thierry. Je suis content d'être là, comme à chaque fois. J'étais très heureux aussi la fois dernière d'avoir entendu Rancière revenir à Paris 8 et parler ici, et en effet, ce que je voulais faire, c'était présenter une œuvre que j'aime et que j'admire, qui est celle des Straub. Et pour la présenter, en fait, je voulais revenir sur un texte, en fait, que je vais reprendre un petit peu, mais qu'on a écrit avec mon frère sur le film Othon. Ensuite, parler du film qui passe en ce moment, qui s'appelle Kommunisten, et peut-être aussi montrer un autre passage d'une séquence très belle d'un film qui s'appelle Lothringen, Lorraine. À Lothringen. Donc tu l'as vu celui-là? C'est ça, sur magnifique. À partir de Colette Baudot de Barès. Voilà. Alors pour commencer, je vais vous passer un très bref extrait d'Othon, qui sont les premières minutes du film, parce que ça sert à rien en fait d'en parler sans le voir. Je ne sais pas si vous l'avez vu, non. Si j'ai pris, si on a aimé, si j'aime ce film autant, c'est parce que Daniel Huyet le décrivait comme étant le plus violent qu'ils ont pu faire. Il date de 1979 et Othon reprend la pièce de théâtre fameuse de Corneille. Je vous passe les 10 premières minutes, simplement, et puis je voulais vous dire que c'est violent, quoi. C'est violent, c'est-à-dire que c'est assez inattendu et douloureux, et c'est aussi très beau et bouleversant. Donc je vous passe juste ces 10 premières minutes, et puis ensuite on va en parler. Je ne sais pas où on éteint. De quoi c'est ça? Othon. Où c'est ça? À Rome.
amitié, Seigneur, me rendra téméraire. J'en abuse, je sais que je vais vous déplaire, que vous condamnerez ma curiosité, mais je croirais vous faire une infidélité si je vous cachais rien de ce que j'entends dire de votre amour nouveau sous ce nouvel empire. On s'étonne de voir qu'un homme tel qu'Othon, Othon d'Oléophée, soutienne le grand nom, daigne d'Invinius se réduire à la fille et s'attache à ses consuls qui ravagent, qui pillent, qui pétougent la voix auprès de l'empereur, mais dont tout le pouvoir ne sert qu'à faire horreur, et détruit d'autant plus que plus on les voit croître ce que l'on doit d'amour aux vertus de son maître. Ceux qu'on voit s'étonner de ce nouvel amour n'ont jamais bien conçu ce que c'est que la cour. Un homme tel que moi, jamais ne s'en détache, il n'a point de respect ou d'ombre qui le cache. Et si du souverain la faveur n'est pour lui, il faut qu'il périsse ou qu'il prenne un appui. Car le monarque agit par sa propre conduite, mais pareil sans péril se range à sa suite. Le mérite et le sens s'y font discerner. Mais quand le potentat se laisse gouverner, que de son pouvoir les grands dépositaires n'ont pour raison d'État que leurs propres affaires, ces lâches ennemis de tous les gens de cœur cherchent à nous pousser avec toute rigueur, à moins que notre droite et prompte servitude nous dérobe aux fureurs de leur inquiétude. Sitôt que de Galba le Sénat eut fait choix dans mon gouvernement, j'en établis les lois. Et je fus le premier qu'on vit au nouveau prince donner toute une armée et toute une province. Ainsi, je me comptais de ses premiers suivants. Mais déjà, Vinius avait pris les devants. Marcian, l'affranchi dont tu vois les pillages, avait avec la cuisse fermé tous les passages. On n'approchait de lui que sous leur bon plaisir. Judon pour m'y produire un des trois à choisir. Je les voyais tous trois s'hâter sous un maître à qui chargeait d'un langage à peu de temps en lettres, et tous trois l'envie s'empressait ardemment à qui dévorerait ce règne de moment. J'eus horreur des habits qui restaient seuls à prendre. J'espérais quelque temps de m'en pouvoir défendre. Mais quand Nymphidius d'un Rome assassiné fit place au favori qu'il avait condamné, que l'accuse par sa mort fut préfet du prétoire, que pour couronnement d'une action si noire, les mêmes assassins firent encore percer Varon, Turpilian, Capiton et Macère, je vis qu'il était temps de prendre mes mesures, qu'on perdait de néant toutes les créatures, et que demeuré seul de toute cette cour, à moins de protecteurs, j'aurais bientôt mon tour. Je choisis Vinus dans cette défiance, pour plus y aurait j'en cherchais l'alliance. Les autres n'ont ni sœur ni fille à me donner, deux sans secrène, tout est à soupçonner. Beauvais furent reçus. Oui, déjà l'hyménée aurait avec Clotilde une immense destinée si ces rivaux des temps n'en savaient divertir un maître à qui sans eux n'osait rien consentir. Ainsi, tout votre amour n'est qu'une politique et les cœurs ne sont point ce que la bouche explique. Il ne le sentit pas Albert du premier jour, mais cette politique est devenue amour. Tout m'emplaît, tout m'encharme, mais mes premiers scrupules prennent ces charges objets passés pour ridicules. Vinus est consul, Vinus est puissant, il a de la naissance, et s'il est agissant, s'il suit défavorer la pente trop commune. Clotilde en lui, c'est soin de sa fortune, son cœur est noble et grand. Quoiqu'elle ait des vertus, vous devriez d'Alain être un peu combattu. La nièce de Galba pour d'autres va l'empire, vaut bien que pour elle à ses prix on soupire. Son oncle doit bientôt lui choisir un époux, les mérites des sangs font un éclat en vous, qui préjoindra encore celui du diadème. Mon cœur, c'est pour résister à ce que j'aime, et que pour moi, Camille, aurait tant de bonté que je dusse espérer de m'en voir écouter. Si, comme tu l'as dit, sa main doit faire un maître, aucun de nos tyrans n'est encore là de l'être. Et ce serait tous trois les attirer sur moi, qu'inspirer sans l'erreur d'apercevoir sa foi. Surtout de Vinus, le sensible courage ferait tout pour me perdre, par tel outrage. Et se pencherait même à la face des dieux si j'avais sur Camille détourné les yeux. Pensez-y toutefois, ma sœur est auprès d'elle, je puis vous y servir, l'occasion est belle. Tout autrement que vous s'en laisserait charmer, je vous dirai plus si vous osiez l'aimer. Porte la d'autres comment tout d'abord c'est inutile, mon cœur tout applaudi est fermé pour Camille. La bonté de l'objet, la honte de changer le succès incertain, l'infaillible danger qui fait à des projets d'invincibles obstacles. Seigneur, à moins de rien, c'est fait des miracles. Assez de grands rivaux, peut-être se redoutent d'un Vinus, un gendre tel que vous. Et si l'un, par bonheur à Galba, vous propose, ce n'est pas qu'après tout j'en sache aucune chose. Je la suis trop suspect pour s'en ouvrir à moi. Mais si je vous peux dire enfin ce que j'en crois, je vous proposerai si j'étais en leur place. Aucun d'eux ne fera ce que Dieu veut qu'il fasse. S'ils peuvent jamais trouver quelque douceur à faire que Galba choisisse un successeur, ils voudront par ce choix se mettre en assurance et n'en proposeront que de leur dépendance. Je sais, mais Vinus que j'aperçois venir. Laissez-nous seuls, Albin. Je veux donc tout tenir. Je crois que vous m'aimez, Seigneur, et que ma fille vous fait prendre intérêt en toute la famille. Il en faut une fleur. Et non pas seulement qui consiste de voir dans son présent amant. Il la faut plus solide. Il la faut d'un breton, d'un cœur digne, en effet, de commander un homme. Il faut ne plus l'aimer. Moi, pour trop d'amour. Il faut faire encore plus, Seigneur, dans ce grand jour. Il faut aimer ailleurs. Que osez-vous dire? Je sais qu'à son idée, tout votre cœur respire. Mais elle et vous et moi, nous allons tous périr. Et votre change seul nous peut tous secourir. Vous me devez, Seigneur, peut-être quelque chose. Sans moi, sans mon crédit, qu'à leur dessein je pense, Lacus et Marcian vous auraient pas souffert. Il faut à votre tour rompre un coup qui m'appelle.
Et pire, si votre cœur ne s'arrache à applaudir, vous enveloppera toutes en malouine. L'espoir de me veut accepter m'ordonner que je change, et vous-même. Écoutez, l'honneur que nous ferait votre illustre Hyménée, des deux que j'ai nommés, car l'âme si gênée que jusqu'ici Galba, qu'ils obsèdent tous deux, a refusé son ordre à la fée de Louvre. L'obstacle qu'ils y font vous peut montrer sans peine quelle est pour vous et moi leur envie et la reine, et qu'aujourd'hui, de l'air dont nous nous regardons, ils nous perdront bientôt si nous ne les perdons. C'est une vérité qu'on voit trop manifeste. Et sur ce fondement, Seigneur, je passe au reste. Galba, vieille et cassée qui se voit sans enfant, voit qu'on méprise en lui la faiblesse des hommes, et qu'on ne peut aimer à servir sous un maître qui n'aura pas loisir de la bien reconnaître. Il voit de toutes parts du tumulte excité. Le soldat en Syrie est presque révolté. Vitellius avance avec la force unie des troupes de la Gaule et de la Germanie. Ce qu'il a de vieux corps le souffre avec ennui. Les Praetoriens murmurent contre lui. De leur Amphidius, l'indigne sacrifice, qui se là la demande de justice. Il le sait. Et prétend par un jeune empereur ramener les esprits et calmer la fureur. Il espère un pouvoir ferme, plein et tranquille, s'il nomme pour César un époux de Camille. Mais il m'élance encore sur ce choix de l'époux. Et je ne puis, Seigneur, m'assurer que sur vous. J'ai donc ce grand choix, vantez votre courage. Et l'accuse à Pison a donné son suffrage. Marcion n'a parlé qu'en termes ambigus, mais sans doute il ira du côté de l'accuse. Et l'unique remède est de gagner Camille. Si sa voix est pour nous, la leur est inutile. Nous serons par énorme. Et dans l'égalité, Galba pour cette nièce aura de la bonté. Il a mis exprès à tantôt d'en résoudre. De nos têtes assureurs détourner cette foudre. Je vous le dis encore, contre ces grands genoux, je ne me puis, Seigneur, assurer que sur vous. Votre premier choix, quoi que je dois attendre, je vous aime encore mieux pour maître que pour gendre. Et je ne vois pour nous qu'un naufrage certain, s'il nous faut recevoir un prince de leur main. Ah Seigneur, sur ce point, c'est trop de confiance et vous tenir trop sûr de mon obéissance. Je ne prends plus de loi que de ma passion, plottine l'objet seul de mon ambition. Et si votre amitié me veut détacher d'elle, la haine de l'accuse me sera moins cruelle. Comme importe, après tout, si tel est mon malheur, de mourir par son ordre, ou mourir de douleur. Seigneur, un grand courage, à quelque point qu'il aime, c'est toujours au besoin se posséder soi-même. Mon père avait pour vous, du moins autant de part, et quand on vous le donne, vous n'en mourûtes pas. Non, Seigneur, ma poupée était une infidèle qui n'en voulait qu'au trône et qui m'aimait moins qu'elle. C'est peu que lui d'amour ne fit l'ouïe d'autant qu'un degré pour remonter à celui de Néron. Elle ne m'épousa qu'afin de s'y produire, d'y ménager sa place au hasard de mes nuire. Aussi j'en fus banni sous un titre d'honneur et pour ne plus me voir me fit gouverneur. Mais j'adore Plotine, je règne en son âme. Nous ordonner d'éteindre une si belle flamme, c'est, je n'ose dire. Il est d'autres Romains, Seigneur, qui sauront mieux appuyer vos desseins. Il en est dans le cœur pour Camille et Soupir et qui seront ravis de vous devoir l'Empire. Je veux que cet espoir à d'autres soit permis, mais êtes-vous fort sûr qu'ils soient de nos amis? Savez-vous mieux que moi s'ils plairont à Camille? Et croyez-vous pour moi qu'elle soit plus facile? Pour moi qu'elle autre veut? À ne vous rien sceller. Sortant d'avec Galba, j'ai voulu lui parler. J'ai voulu sur ce point présenter sa pensée. J'en ai nommé plusieurs pour qui je l'ai pressé. Alanon, un grand froid, un front triste et bas, m'ont fait voir aussitôt qu'il ne lui plaisait pas. Votre la rougie, puis s'est mise à sourire et m'a soudain quitté sans me vouloir rien dire. C'est à vous qui savez ce que c'est que d'aimer, à juger de son cœur ce qu'on doit présumer. Je n'en veux rien juger, Seigneur, un sans Plotine d'amour m'est un poison, le bonheur m'assassine et toute la douceur du pouvoir souverain me semble affreux tourment si j'en coûte à sa main. De tant de fermeté, j'aurais l'âme ravie, si cet excès d'amour nous assurait la vie. Mais il nous faut le trône où renoncer au jour. Et quand nous périrons, que servira l'amour? Pas de peine effrayeur et noir soupçon vous livre, pisons-les. Je vous avais prévenu que c'était violent.
Et le film dure à peu près 1 heure. Il a évidemment un peu fait scandale au moment où il est sorti, et le scandale est encore un peu d'actualité. Il s'agit donc des premières minutes, et comme on a pu le voir, ce film s'ouvre sur une vue de Rome. Et au tout début, la caméra va entamer, après quelques instants, un mouvement panoramique vers la gauche, en laissant apparaître des immeubles d'habitation qui feront bientôt place aux arbres et à des ruines. Ensuite, elle rencontre une verticale sous la forme d'un mur ébréché, impulsant un nouveau mouvement qui s'élève pour suivre le haut de cet obstacle. Et on aperçoit alors un arbre sur le haut d'une colline. Épousant d'abord les courbes de ce paysage, en poursuivant son ascension vers la cime de l'arbre, la caméra descend à sa gauche, où l'on découvre des roches et les ruines de la colline. Et puis elle enchaîne un zoom avant sur ces roches et s'achemine enfin vers une crevasse, un trou, pour se fondre dans l'obscurité. L'obscurité qui va devenir le carton paradoxal du titre du film. Les yeux ne veulent pas en tout temps se fermer. Ou peut-être qu'un jour Rome se permettra à son tour de choisir. Pardon, peut-être qu'un jour Rome se permettra de choisir à son tour. Et il faut dire aussi que cette crevasse est connue. Elle est connue parce qu'on raconte que durant la dernière guerre mondiale, eh bien, les résistants y cachaient des armes le jour. Ils y cachaient des armes le jour qu'ils allaient utiliser la nuit. Alors voilà comment commence ce film, par ce prélude à la fois très simple et où, en quelque sorte, nous rentrons, après ce carton paradoxal, dans cette situation. Je l'ai dit, le film rejoue la pièce, la tragédie de Corneille, Othon. Et elle la rejoue sur le mont Palatin, à Rome. Et un peu plus tard, dans le jardin de la fameuse villa Doria Pamphili, en exhibant, en pleine décadence de Rome, après la chute de Néron, ce qu'il y a au cœur de tout gouvernement. Entre le tourniquet des intérêts particuliers, qu'on commençait à entendre ici, et puis des passions intestines, on assiste en somme aux belles paroles des grands de ce monde qui se déchirent pour le pouvoir, loin du peuple, et aussi sur son dos. Et c'est à cette comédie qu'a identifié le pouvoir, engloutissant dans ses intrigues les tourments amoureux, l'abjection et la lâcheté nouent les affaires d'État, comme les petites affaires de tout un chacun finalement. Et c'est cela qu'il faut balayer violemment. Donc tout ceci est en quelque sorte suspendu, comme un coup de dé mal armé à un peut-être que va faire planer les Straub dans leur film. Et ce peut-être est celui de la Révolution. Peut-être qu'un jour Rome se permettra de choisir. Mais ce peut-être signifie que le peuple ne doit plus laisser ceux qui le gouvernent permettre ou ne pas permettre. Il doit choisir, et pas simplement choisir celui ou ceux qui doivent gouverner, mais se permettre de gouverner lui-même, se choisir plutôt que de fermer les yeux. Donc tout se joue dans ce film, dans le vertige entre d'un côté des yeux qui ne veulent pas en tout temps se fermer, et un peut-être. De sorte que la maxime est peut-être la suivante: ouvrir les yeux et assumer le gardiennage et l'effectivité de ce peut-être est évidemment le propos de l'œuvre, son éthique et aussi sa politique. Alors Jean-Marie Straub et Daniel Huyet vont plonger cette pièce dans une architecture qui se veut contemporaine, du XVIIe siècle littéraire de Corneille. C'est-à-dire que les acteurs vont se retrouver un peu plus tard dans les jardins de la villa Doria Pamphili. Et cette pièce, elle se déroule par ailleurs, comme on l'a vu dès les premiers plans, elle se déroule sur les terrasses du mont Palatin, dans les vestiges des palais de cette Rome antique. Et entre les deux sites, il y a donc des habitations populaires. Il y a la circulation des voitures, la rumeur de la ville contemporaine. Il y a, pour le dire avec Gilles Deleuze, un peuple qui manque.
un peuple dont on perçoit pourtant les allées et venues, pendant que les nobles, ou en tout cas ces membres des grandes familles romaines parlent, et un peuple dont on entend l'activité tout au long du film comme une rumeur sourde. Car ces vers cornéliens, et aussi les corps costumés des personnages, sont confrontés au vacarme de la circulation des voitures, à l'agitation de la ville contemporaine, que l'on distingue en contrebas. Et ce sont donc les trois temporalités qu'on retrouve enchevêtrées, qui vont bouleverser l'ordre ou la manière de la représentation, sur fond d'un bourdonnement constant, celui du ici et du maintenant. Alors parmi ces temporalités, il y a celle contemporaine de la pièce elle-même. Il y a ensuite celle des ruines du palais, inscrivant historiquement des personnages qui y circulent et qui parlent, entre un trop de lumière et aussi un trop plein de son, entre le trafic des automobiles, le chant des cigales dans d'autres passages, le clapotis de l'eau d'une fontaine, ou naturellement le soulèvement du vent. Rome, d'après la chute de Néron, le XVIIe siècle littéraire de Corneille et un aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que la scène filmée tient ensemble ces contradictions, et elle les tient comme une chose absolument naturelle, ce qui construit immédiatement en nous un affect, l'affect d'une étrangeté, que l'on peut saisir naturellement dans sa généalogie brechtienne. Les temps et les espaces cohabitent dans un malaise irrésolu. Et les vers comme les corps sont également confrontés, à la matérialité, ou si on préfère, à la véracité, à l'insistance des choses. Les lieux, le vent, le soleil, les bruits, les klaxons, etc. Mais ce qui définit l'œuvre des Straub, c'est cette temporalité si singulière, calme, et qui emprunte d'une sorte de patience. Cette temporalité, c'est celle de la patience du plan. Autrement dit, ce que je retiens, c'est qu'il fallait donc un temps. Il fallait donc prendre du temps pour voir, pour entendre, et aussi pour ressentir les choses et le monde. Ce que l'on remarque par ailleurs, c'est que les Alexandrins de Corneille sont énoncés par des acteurs qui ont des accents divers. Et la langue est elle-même déclinée dans une rapidité qui neutralise la littéralité, pour nous confronter à une sorte de phrasé monocorde, à une étrange musique aussi bien, comme si le sens des mots, qui sont pourtant malmenés, comme si le sens des mots importait davantage que le lyrisme conventionnel des vers. Et ces mots, qui sont ici d'abord l'affaire des grandes semondes entre eux, des grandes semondes qui sont au-dessus de la vie. Des mots qui sont surtout en lutte avec tout ce qu'il y a. Et ce qu'il y a, c'est le tourbillonnement du vent, des variations de la lumière, le chant des cigales plus tard, ou ici, le vacarme des voitures. Un vacarme incessant des voitures qui se mêle au tourbillonnement du vent. Ce qui fait en somme que la lutte que l'on ressent n'est pas simplement celle pour le pouvoir entre des grandes familles romaines. Elle se joue également quelque part entre les mots, les bruits et puis les choses. Et ce grognement de la société industrielle que l'on découvre en contrebas renvoie aussi à une inflexion, qui est l'inflexion des accents bruyants et refoulés, d'une lutte des classes qui monte, embrouillant ou s'en mêlant aux voix, une lutte qui est aussi manifeste dans notre regard, dans le plan. Alors, dans la langue, qui est déjà troublée dans la mécanique des rythmes et de ses accents, qui désaccordent le lyrisme des conventions, il y a donc quelque chose comme une division qui travaille. Et on dira donc que le 1 du langage, le 1 qui est bien tranquille du langage, en tout cas celui qu'on est habitué à entendre, ce 1, selon une formule fameuse, ce 1 se divise au moins en deux. Il se divise dans les mots d'abord, mais aussi et surtout dans les mots et les bruits. Les mots qui composent avec le bruit dans une sorte de lutte. Alors ce qu'on appelait tout à l'heure le peuple, que je mets entre guillemets, eh bien le peuple est ici celui dont la rumeur vient assourdir, déborder ou dédoubler les mots. Ce qui insiste ici et maintenant, ou ce qui insiste dans un arrière-plan. Car le peuple,
ou plus exactement la puissance que manifeste les Straume, eh bien cela commence dans la ruine entre ce qu'on entend et ce qu'on ne veut pas entendre, entre ce qu'on voit et ce que l'on ne veut pas voir. Et ce qu'on entend ici, ce sont aussi les parasitages, la rumeur accompagnant ou entravant les mots, le bourdonnement des voitures, ou ailleurs, celui des insectes, le clapotis de l'eau et le bruissement du vent. Et ce que l'on voit, eh bien, c'est la présence ou les manières de ces acteurs, mais aussi l'air, la lumière éprouvant les corps et les paysages, tout ce dehors des intrigues des hommes avec lesquels il faut pourtant composer. Un dehors qui vient contraindre et déstabiliser l'ordre établi. Un dehors qui vient dérégler l'ordre établi d'un certain point de vue. Alors, en contrariant cet espace sensible, en dissociant, en séparant ou en altérant, il s'agit d'éveiller les sens et l'attention. La scène, cette sorte de situation que construisent Daniel Huyet et Jean-Marie Straub, vise dans l'opération d'un et dans l'opération d'un avec, affirmant une division ou affirmant une sorte de supplémentarité, à désaccorder l'ordre de la signification pour qu'advienne autre chose. Et il s'agit, selon moi, tout simplement d'apprendre à voir et à entendre. À voir, par exemple, la lutte des classes, se profilant dans la rencontre entre les mots d'en haut et la circulation en bas. Il dérègle donc la signification et la grammaire sur laquelle repose un certain ordre du monde. C'est-à-dire qu'ils détruisent ce monde pour en rendre sensible un autre. Et ils nous disent en somme quelque chose comme « commence donc par voir ». Commence donc par voir et par entendre ce qu'il y a sous tes yeux et ce qu'il y a sous tes oreilles. Car ce qu'il y a, ce sont tout simplement des mots et aussi des choses. Des mots et aussi des bruits qui ont autant d'importance que le sens ou la musique des mots. Et ces bruits suggèrent que la lutte des classes remonte comme elle peut, qu'elle tourbillonne suspendue à ce que j'appelais en commençant un peut-être. Et ces bruits nous disent surtout qu'il y a autre chose que les agitations et les passions intestines des grands, ou alors des moins grands de ce monde. Il y a la terre, il y a le vent, il y a des insectes et de la lumière. Il y a là tout ce qui est avec nous, auquel on ne prête pas suffisamment attention. Et ces bruits nous disent enfin que l'émancipation commence peut-être quelque part avec eux, c'est-à-dire dans cette capacité à voir et à entendre. Prêter attention à ce que l'on perçoit, et dès lors à ce que l'on dit, et à ce que l'on veut dire, à ce que l'on fait, et à ce que l'on veut faire. C'est en quelque sorte là où on peut commencer à définir une politique du cinéma des Straume. Autrement dit, non pas en comprenant trop bien ce que l'on voit et ce que l'on entend, mais en entendant mal d'abord, et en voyant mal aussi, pour mieux regarder et mieux entendre ensuite. Car voilà comment cela se passe dès les premiers plans du film. Un film qui va s'ouvrir dans le malaise irrésolu du bruit, avec l'étrangeté aussi de ses costumes, comme de ses postures des acteurs qui définissent des lignes de force, de ces alexandrins et de ces voix aux accents étrangers. L'œuvre va confronter les vers cornéliens et les corps costumés des acteurs au réel des lieux en ruine, dans lesquels la dramaturgie les inscrit, entre cette vieille Rome qui est absente et cette Rome qui nous est contemporaine. Et ce faisant, l'œuvre affirme une crise, ou quelque chose comme une sorte de querelle qui concerne le statut de la réalité. Un grand conflit va donc s'engager ainsi entre les corps, les paroles, les paysages et la situation. Les désaccords et les distorsions de sortes de lutte qui vont tenir pourtant comme une structure, une même matière que l'on a sous les yeux. Et tout cela fait qu'on rentre difficilement, ajustant comme on peut les oreilles et les yeux à tâtons, en s'attardant par exemple sur le drapé d'un costume que soulève le vent, en s'attardant sur le charme ou la sensualité d'un corps, la vraisemblance, mais aussi l'absolue invraisemblance de la scène qui va baigner dans une sorte de dérèglement ou de malentendu. Ou alors cette façon que notre regard a de se déplacer et de se déporter
des personnages vers le contrebas. Et tout cela va se poursuivre en s'accrochant au rythme altéré de la langue, qui est proféré selon une mécanique absolument improbable. Autrement dit, avec le vacarme des voitures, ou alors en fonction du soulèvement du vent, on entend mal ce qui se dit. L'attention de l'ouïe et celle de notre regard font chacune leur chemin péniblement. Elles oscillent et se déportent ici et là. On perçoit un bourdonnement que l'on cherche aussitôt à congédier pour comprendre ou pour entendre, pour se fixer sur le curieux débit de paroles. Pour les comprendre donc. Et puis, on se laisse aussitôt distraire par ailleurs. On s'abandonne quelques instants en découvrant la sensualité d'une présence, en interrogeant le paysage et la situation, ou alors interpellé par une variation de la lumière, pour revenir à ce qui est dit et à ce que l'on entend. C'est cette façon qu'a notre regard ou notre attention d'osciller entre ce qui est au premier plan et puis ce qui est dans un arrière-plan, ce qui est habituellement relayé dans un arrière-plan. Et si notre attention peut ainsi osciller, c'est parce qu'il y a cette sorte de patience du plan que nous confie Lévi-Strauss. Alors, on entend mal. On entend mal et on voit mal d'abord. Nos sens en viennent en quelque sorte à claudiquer. Or, s'ils claudiquent, c'est aussi pour chercher la formule d'une attention, dont on aurait en quelque sorte ici commencé à traiter l'atrophie. La formule d'une attention et d'un corps dont on aurait secoué ou éveillé assez brutalement la sensibilité. Et la sensibilité ici, c'est celle de l'écoute et aussi celle du regard. Autrement dit, on entend mal et on voit mal d'abord pour mieux regarder et mieux entendre ensuite. Et c'est cela, la politique de l'œuvre. Et ce que l'on ressent, c'est ce deux dont on parlait, ou alors un entre-deux. Ou bien on se dit qu'il y a toujours quelque chose en trop, en plus, une sorte de désordre. On pourra donc dire que le deux est celui de la lutte des classes qui est enfoui, ou qui travaille entre les mots, les bruits et les choses. Mais on pourra dire aussi que le deux est d'abord celui d'un écart, un dédoublement ou d'un redoublement du regard et de l'ouïe qui se recouvre dans l'affect d'une étrangeté, pour inventer ce que l'on peut définir comme un étonnant paysage, ou un paysage insoupçonné. Inventer un paysage insoupçonné, c'est ce que font Jean-Marie Strauss et Daniel Huyens. C'est ce qu'ils nous confient très exactement, comme une étrange, une étonnante matière. Or, tout cela, Jean-Marie Strauss le formulait exemplairement. Il le formulait exemplairement dans la présentation qu'il fit de son film, en écrivant et en nous disant également ceci, que je vais vous lire. Mais le texte parlé, écrivait Strauss, mais le texte parlé, les mots, ne sont pas plus importants que les rythmes et les temps très différents des acteurs et leurs accents, pas plus importants que leur voix particulière, saisie dans l'instant, qui luttent contre ce bruit, contre le bruit, l'air, l'espace, le soleil et le vent, pas plus importants que leurs soupirs poussés involontairement, ou que toutes les autres surprises de la vie, enregistrées en même temps, comme des bruits particuliers, qui tout à coup prennent un sens, pas plus important que l'effort, le travail que font les acteurs, et le risque qu'ils courent, comme des danseurs de cordes ou des funambules, d'un bout à l'autre de longs fragments d'un texte difficile. Pas plus important que le cadre, dans lequel les acteurs sont enfermés, ou que leurs mouvements ou leur position à l'intérieur de ce cadre, ou que le fond devant lequel ils se trouvent, ou que les changements et les sauts de la lumière et de la couleur. Pas plus important en tout cas que les coupures, les changements d'image, de plan. Si l'on garde pour tout ceci à chaque instant des yeux ouverts et des oreilles ouvertes, on pourra même trouver le film captivant et remarquer qu'ici tout est information,
même la réalité purement sensuelle de l'espace, que les acteurs laissent vide à la fin de chaque acte. Comme elle serait douce sans la tragédie du cynisme, de l'oppression, de l'impérialisme, de l'exploitation, notre terre, libérons-la. Il s'agit là d'un extrait d'une introduction qu'a écrite Straub lors du passage du film sous-titré à la télévision ouest-allemande. Et ça a été repris et publié dans un ouvrage qui est apparu aux éditions Ombre d'abord en octobre 1984. Alors, dans ces quelques mots, et il s'agit en réalité de 2 phrases, simplement de 2 phrases très longues. Dans ces quelques mots, Jean-Marie Straub va résumer les principes politiques, éthiques et esthétiques de l'œuvre. Or, comme vous l'avez entendu, cela procède de la litanie d'un « pas plus important ». Pas plus important, ce serait donc cela, sa formule. Pas plus d'importance entre les vers cornéliens, les corps, et aussi les voix des gens qui les disent, leurs soupirs et leurs accents, les gestes, ou encore la clôture des cadres, l'espace, les lieux, la lumière, l'air ou les insectes. Mais pas plus important, cela veut aussi dire que tout est important, tout ce qu'il y a de manière très concrète, matérielle, l'effort des acteurs que l'on perçoit, le découpage des plans, les sonorités et tous ces bruits. Autrement dit, il s'agit littéralement de prêter attention à tout. Et il n'y a pas d'autre puissance que celle-là. Or, c'est peut-être là où commence l'émancipation, c'est-à-dire dans cette sorte de déplacement, mais aussi dans l'affirmation d'une attention qui est portée aux choses et à la vie. Elle commence là et elle peut se poursuivre par la violence d'un soulèvement. Dès lors qu'il s'agit de balayer, comme le dit Straub ici, dès lors qu'il s'agit de balayer des épouvantails, de libérer une terre du cynisme, de libérer une terre de l'oppression, une terre qui pourrait alors tenir ses promesses. Si les acteurs laissent vide à la fin de chaque acte l'espace, si les acteurs laissent l'espace vide à la fin de chaque acte, eh bien c'est peut-être qu'ils sont simplement de passage. Mais c'est surtout pour nous laisser du temps pour penser, et puis voir, entendre, pour habiter la situation. C'est en somme pour nous émerveiller, ou alors pour nous embarrasser avec la réalité purement sensuelle de l'espace. Alors, quelle est exactement l'idée des Straub ? Eh bien, leur idée est une idée assez simple, je crois. C'est que la Terre est habitable. C'est cela leur idée, le regard qu'ils portent sur les choses. Or, cette idée, elle se manifeste exemplairement dans l'intervalle d'un dédoublement de la perception, qui va se conjuguer à ce que j'appelais tout à l'heure un peut-être. Ou alors dans cet espace qui est laissé à la réflexion, et peut-être aussi à un bonheur simple, dans la patience du plan. Il y a donc dans ce film quelque chose comme une brèche entre les mots et les choses, où, on l'a dit, l'un se vérifie par le deux. Il y a donc un trou qui nous renvoie finalement à cette cavité sur laquelle s'ouvrait le film, au pied du mont Palatin, où durant la dernière guerre mondiale, je le disais, les résistants cachaient le jour des armes qu'ils allaient utiliser la nuit. Mais s'il y a ce désordre que suggère le parasitage des sens, s'il y a ce trou, cet entre-deux, c'est aussi nécessairement pour que quelque chose d'autre s'y engouffre. Et ce quelque chose est littéralement une possibilité. Alors, dans le flottement d'un intervalle, on pourra découvrir le deux de la lutte des classes aux confins des parasitages. On pourra construire l'espace d'une attention nouvelle, ou alors découvrir une équation sensible, l'équation sensible d'un corps qui éprouve le monde et qui éprouve les choses très exactement à hauteur d'homme ou à hauteur de femme. Sur ce point, il y a dans plusieurs films des Straub
une scène ou des scènes qui sont relativement énigmatiques. Je pense à notamment un film qui s'appelle Antigone. Et ce qui est troublant, c'est que, eh bien, en fonction des propos que vont tenir les différents protagonistes, la caméra qui se tient exactement au même endroit, dans l'espace, eh bien, la caméra va coulisser de haut en bas. Et on se rend compte que lorsque les personnages auront des propos qui relèvent de la raison d'État, auront des propos qui seront à hauteur, comme c'est le cas ici dans ce film-là, à la hauteur où parlent ces personnages, d'en haut, sur le peuple, ou en tout cas sur son dos, eh bien la caméra va, de manière énigmatique, bien monter. Elle va en quelque sorte s'accorder à cette hauteur-là, qui est au fond le regard d'une police ou des gouvernants sur le peuple. Et lorsque les propos vont être ceux des passions intestines, c'est aussi ce qu'on entendait là dans ces dialogues, eh bien la caméra va descendre. Elle va descendre pour se caler à hauteur de ventre. Et puis, lorsqu'Antigone va parler, elle, tout d'un coup, la caméra va se caler à hauteur d'homme, ou à hauteur de ce qu'est le regard d'un homme, et en l'occurrence d'une femme, ce qui est souvent le cas dans les films d'Echtro. Alors, ce que je veux dire par là, c'est que on voit bien que dans cette situation, ils construisent une espèce d'objectivité de la caméra, qui va prendre un peu la mesure de ce que sont, de ce qu'est la pesanteur de ces paroles, en haut, très en haut, qui est un point de vue transcendant, qui répond ou correspond à une logique d'état, à hauteur de ventre, dès lors qu'il s'agit de passion intestine. Mais il y aura aussi un moment où la caméra va épouser le point de vue, ou la hauteur de ce qu'est regarder, ou parler du monde très exactement à hauteur d'homme. C'est là en quelque sorte qu'on a l'éthique ou la politique de ce cinéma. Mais ce quelque chose dont je parlais est aussi, ou est d'abord, une sorte d'inscription immanente. L'inscription immanente d'une possibilité que porte la terre et les corps. Car on voit bien dans les plans que je vous ai montrés, en déréglant en quelque sorte l'ordre du monde. On s'aventure, bien alors on invente une sorte de territoire, pour découvrir tout à coup, mais aussi vérifier qu'un impossible est possible, et qu'il est là sous nos yeux, sous nos oreilles, dans nos mains. Et c'est cela qu'avec mon frère, on a essayé de caractériser et d'appeler la possibilité d'un monde. Mais cela, on peut encore le dire autrement. Car ce que l'on vérifie, c'est que nous sommes aussi, au bout d'un moment, capables de voir, d'entendre et de sentir ou de ressentir que notre terre est belle, qu'elle est là sous nos yeux, sous nos oreilles et aussi dans nos mains. Et c'est un peu comme ça que j'appréhende un peu ce film, que je disais très violent parce qu'il nous désaccorde, ou en tout cas qu'il nous plonge dans quelque chose de relativement inhabituel, très inhabituel. Alors maintenant, si vous êtes d'accord, en guise de conclusion, je voulais un peu parler du dernier film donc d'Echtro, qui est sorti ce printemps et qui s'appelle Kommunisten. Un film que j'ai trouvé bouleversant et qui apparaît comme un bloc, une matière composée de 6 parties, dont 5 d'entre elles sont constituées d'un montage de fragments de films précédents, comme pour y prélever une sorte de fil conducteur. Kommunisten va se découper ainsi en réalité en plusieurs chapitres. Il y aura d'abord le temps du mépris. Il y aura ensuite le temps de l'espoir. Un autre chapitre va être consacré au peuple. Le suivant va nous plonger dans un paysage, les Apuanes. Et puis, les 2 derniers,
qui vont être rapportés à la mort d'Empédocle et aux films qu'ont consacré les Straub à la mort d'Empédocle, d'Hölderlin, vont finalement évoquer l'utopie communiste et le nouveau monde. Le temps du mépris, celui de l'espoir, le peuple. Les Apoines, avec ses propos de Franco Fortini, qui est alors filmé, l'utopie communiste et finalement le nouveau monde. On a donc là en quelque sorte des chapitres, mais il faudrait en réalité parler de mouvement au sens propre et aussi musical du terme. Alors si Jean-Marie Straub raconte volontiers que ce film est le produit de ses insomnies, d'insomnies au cours desquelles il serait finalement demandé ce qu'est le dénominateur commun de ce qu'ils ont fait, lui et sa compagne, Danielle Huyet, c'est finalement pour formuler à sa manière ce rêve imprécis, ce rêve dont parlait Karl Marx, et ce qu'il a désigné autrefois dans une lettre fameuse datant de 1847, je crois, comme le rêve d'une chose, et dont Pasolini a d'ailleurs écrit un roman qui porte ce titre. Le rêve d'une chose, en nous disant, je cite Marx, depuis très longtemps, le monde possède le rêve d'une chose, dont il lui suffirait de prendre conscience pour la posséder réellement. Alors, naturellement, on pourrait longuement disserter, mais aussi contester cette formulation. Je veux dire par là, envisager autrement cet objet que nous présente Karl Marx. Mais au fond, et quelle que soit la manière dont une pensée va poser ce problème, qui est le problème de l'émancipation, c'est bien de cette chose dont il est précisément question dans le film. Je parle de communiste, mais évidemment, vous avez ressenti que c'était exactement, et aussi la question qui était celle de Othon. Donc, c'est bien ce problème qui est, ou en tout cas cette chose dont il est question dans un film. Dans un film où on entend, en l'occurrence, un homme qui est recueilli sur ce qu'il veut dire, comme confronté à une sorte de tribunal, debout en pleine nature, et qui nous parle simplement de la joie qu'il a éprouvée à propos d'une simple histoire de fromage, ou qui nous parle encore de la joie de l'herbe verte qu'il a vue pousser au sortir de l'hiver, une joie qu'il avait donc partagée avec ses compagnons. Il est aussi question d'un communistène d'ouvriers égyptiens que l'on voit simplement sortir de leur usine pendant 10 minutes à peu près, tous ensemble. Et ensuite, dans la séquence suivante, la caméra va balayer des paysages de montagne et de campagne en Italie, dans les Apoines, où des familles de résistants ont été massacrées durant la Seconde Guerre mondiale. Or, ce qui est bouleversant, c'est qu'on voit ces paysages comme ont pu le faire ceux qui nous ont précédés, ceux qui ont été massacrés, ou ceux qui s'y sont réfugiés pour pouvoir se battre. On les voit, nous qui sommes vivants, et on se dit alors, de manière assez simple et naïve, mais comme une évidence, on se dit aussi que le monde est beau, et qu'il ressemble beaucoup à celui qu'annonce Hölderlin dans La mort d'Empédocle, celui sur lequel va se refermer le film, le nouveau monde, en l'occurrence, le nouveau monde qui nous appartient d'inventer. Alors je ne vais pas, naturellement, un peu commenter, je ne vais pas commenter très longtemps ce film que je vous engage à voir et à revoir. Je voulais simplement dire qu'ici, eh bien, nous ne sommes plus exactement confrontés aux grands de ce monde, parlant entre eux, parlant au-dessus du peuple et sur son dos. On y voit la plupart du temps des gens simples, des paysages, des ouvriers, de petits paysans, un écrivain communiste. On entend aussi au loin, comme une rumeur heureuse, des cris et des rires d'enfants qui jouent et qui sont hors champ. René Scherrer, lors d'une projection publique il y a peu, disait précisément ceci. Ce sont là des gens simples,
des ouvriers, de petits paysans, des gens du pays en somme. Mais en même temps, il est à chaque fois question de lutte, d'une sorte de combat, où l'enjeu est finalement de savoir ce que cela signifie que de vivre et de voir exactement le monde à hauteur d'homme, à hauteur de femme ou d'enfant, de percevoir autrement dit que la terre est habitable. Pour le dire autrement, en prenant du temps pour regarder ces ouvriers égyptiens qui sortent de leur usine, eh bien on remarque que tout est information. Et on constate peut-être pour la première fois, comme une telle évidence en tout cas, qu'il n'y a là simplement ou rien d'autre qu'une grande richesse humaine. Une richesse qui est une richesse littéralement simple. Et cet homme que j'évoquais, qui s'appelle Ventura, raconte simplement qu'il a changé, qu'il a découvert en lui et surtout partagé avec d'autres une sorte de joie inconnue, lorsqu'il a vu que l'herbe poussait à nouveau. Cette joie est en réalité une joie simple, mais ce que je veux dire, c'est que c'est aussi une joie inconnue. Elle signale qu'il a changé, elle signale qu'il s'est déplacé, et que le regard qu'il porte sur le monde est maintenant, et peut-être même à jamais, différent. Et surtout, il sait quelque chose. Il sait, lui, comme cette petite collectivité de paysans et d'ouvriers qui s'est installée pour se construire un petit monde, comme cela arrivait au sortir de la Seconde Guerre mondiale en Italie, ce que Elio Vittorini raconte dans ses romans. Je veux dire qu'il sait, lui et cette petite collectivité, il sait et ils savent qu'ils sont au moins capables de cette sorte de joie. Alors c'est ça très exactement ce dont je voulais vous parler, et en lien avec le séminaire où il est question d'une promesse, de promesse de bonheur. Ce dont je voulais vous parler, c'était, pour conclure, donc cette joie. Car moi, je commence à comprendre que si j'aime autant cette œuvre des Straub, c'est que lorsqu'on a un peu confiance, c'est-à-dire lorsqu'on fait preuve de suffisamment de patience, on découvre dans des paysages, mais aussi dans des visages absolument triviaux, dans des postures, on découvre dans le plan, mais aussi on éprouve quelque chose comme une émotion inconnue, une joie nouvelle. Et cette émotion, elle surgit dans une sorte de tension entre immobilité et mouvement. Une tension que vous avez pu ressentir dans l'extrait que je vous ai passé. Dans ce temps calme qu'ils inventent. Il y a donc un homme qui parle, un homme qui est plutôt immobile. Et derrière lui, tout à coup, le vent va faire frissonner des feuillages, des insectes vont passer, ou la lumière va tomber. Alors, on construit, nous qui regardons et qui écoutons, on construit un rapport entre le paysage de ces mots, leur sonorité aussi, le paysage de ces mots et celui des petits bruits, celui aussi que l'on voit, le bouger de l'herbe, ou celle des feuillages. Autrement dit, là encore, il y a ce que j'appelais un « et ». Il y a un « et », c'est-à-dire aussi qu'il y a un « avec », qui va déplacer notre perception et éveiller surtout un autre monde d'attention. Il y aura ensuite un autre mouvement, celui des gens dont on parlait, qui sortent à leur rythme de leur usine, tous ensemble. Et dans la séquence suivante, c'est la caméra qui va nous engager dans un nouveau bouger, en balayant lentement l'horizon, de gauche à droite, puis de droite à gauche, en balayant lentement l'horizon, en suivant le défilé des montagnes, en parcourant des campagnes, où l'on retrouve cette même couleur verte de l'herbe, celle des arbres, des feuillages, ce vert de la terre dont Hölderlin nous dit dans un vers célèbre, un vers que citent les Straub naturellement à la fin de ce film, dont le vert de la terre, dont Hölderlin nous dit que ce vert de la terre, eh bien qu'il se mettra peut-être un jour à nouveau à briller pour nous. Alors ce que je voulais dire, c'est que tout cela construit une sorte de musique qui est faite de mouvements selon des rythmes et des battements différents, et des langues étrangères aussi. Il y a le français de Malraux, l'italien de Vittorini, l'allemand de Hölderlin entre autres.
mais aussi des battements entre des langues étrangères, mais aussi parmi ces langues étrangères, il y a le tourbillonnement du vent, le chant de quelques oiseaux, une rumeur lointaine. Et cette musique est aussi faite de ce vers. Entre cette herbe verte dont nous parlait Ventura et ce vers d'un nouveau monde. Un monde sur lequel Daniel Huyet va poser sa main, à terre, à la fin du film. Alors, si vous voulez, je vais vous passer un très bref extrait de 5 minutes à peine de Lothringen, conclure, et puis on pourra parler pour que vous puissiez peut-être revoir tout ça. Il faut que je retrouve le passage dans les extraits. Aaron, moi on disait Aaron, il y avait 2 ou 3 petites choses, mais je ne connaissais pas exactement le corpus de l'œuvre de Strauss. Or je crois qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans mon cas, et que la compréhension, l'analyse, parce qu'il faut dire que ce qu'a écrit Deleuze dans Image Temps est intéressant, attire l'attention sur les Strauss, mais et pour quelqu'un qui ne les a pas, qui n'a pas vu le film de Strauss, rigoureusement inintelligible, c'est-à-dire que ça n'a pas de sens, on ne voit pas du tout ce que ça veut dire, parce que il ne permet pas, les pages que Deleuze lui a consacrées, ne permet pas à quelqu'un qui n'a pas vu un film de Strauss de se rendre compte du tout, ça peut-être, ça c'est absolument certain, je ne sais pas, pour moi tout au moins. Je ne m'en suis rendu compte qu'en regardant les films. Donc d'où l'importance de la présentation d'Alexandre. C'est ça, ce qui est dommage. Enfin, si précisément ça passe, comme ça passe sur l'Internet, puisque les séances peuvent être rediffusées, ça n'a pas d'importance, puisque ce que tu diras sera diffusé pour un plus grand public, donc les gens, à ce moment-là, pourront se rendre compte de quoi il s'agit. Je te laisse la parole. René, merci à toi, merci à vous tous. Je suis comme d'habitude heureux de venir et de revenir dans ton séminaire. Merci à Thierry aussi pour sa patience. Un peu fort, Alexandre, parce que j'ai pitié de mes oreilles. Ah oui, pardon. Je te remercier René, je remercie aussi Thierry. Je suis content d'être là, comme à chaque fois. Votre amitié, Seigneur, me rendra téméraire. J'en abuse, je sais que je vais vous déplaire, que vous condamnerez ma curiosité, mais je croirais vous faire une infidélité si je vous cachais rien de ce que j'entends dire de votre amour nouveau sous ce nouvel empire. On s'étonne de voir qu'un homme tel qu'Othon Oléophée soutienne le grand nom, daigne d'Invinius se réduire à la fille, s'attache à ses consuls qui ravagent, qui pillent, qui pétouchent la voix auprès de l'empereur, mais dont tout le pouvoir ne sert qu'à faire horreur, et détruit d'autant plus que plus on les voit croître, ce que l'on doit d'amour aux vertus de son maître. Ceux qu'on voit s'étonner de ce nouvel amour n'ont jamais bien compris ce que c'est que la cour. Un homme tel que moi, jamais naissant des tâches, il n'a point de retraite ou d'ombre qui le cache. Et si du souverain la faveur n'est pour lui, il faut qu'il périsse ou qu'il prenne un appui. Car le monarque agit par sa propre conduite, mais pareil sans péril se range à sa suite. Le mérite et le sang aussi font discerner. Mais quand le potentat se laisse gouverner, que de son pouvoir les grands dépositaires n'ont pour raison d'état que leurs propres affaires, ces lâches ennemis de tous les gens de cœur cherchent à nous pousser avec toute rigueur, à moins que notre adroite et prompte servitude nous dérobe aux fureurs de leur inquiétude. Sitôt que de Galba le Seigneur eut fait choix, dans mon gouvernement, j'en établis les lois. Et je fus le premier qu'on vit au nouveau prince donner toute une armée et toute une province. Ainsi, je me comptais de ses premiers suivants. Mais déjà, Vinuis avait pris les devants. Marcian, l'affranchi dont tu vois les pillages, avait avec la cuisse fermé tous les passages. On approchait de lui que c'est leur bon plaisir. Judon pour m'y produire un des trois à choisir. Je les voyais tous trois s'y sur un maître qui chargeait de langage à peu de temps en lettres, et tous trois l'envie s'empresser ardemment à qui dévorerait ce règne de moment. J'eus horreur des appuis qui restaient seuls à prendre. J'espérais quelque temps de m'en pouvoir défendre. Mais quand Nymphidius d'un Rome assassiné fit place au favori qu'il avait condamné, qu'il accuse par sa mort. De quoi c'est ça?
Othon, Où c'est à ça? Rome. Chaque fois, j'étais très heureux aussi la fois dernière d'avoir entendu Rancière revenir à Paris 8 et parler ici. Et en effet, ce que je voulais faire, c'était présenter une œuvre que j'aime et que j'admire, qui est celle des Straub. Et pour la présenter, en fait, je voulais revenir sur un texte, en fait, que je vais reprendre un petit peu, mais qu'on a écrit avec mon frère sur le film Othon. Ensuite, parler du film qui passe en ce moment, qui s'appelle Kommunisten, et peut-être aussi montrer un autre passage d'une séquence très belle d'un film qui s'appelle Lothringen, Lorraine. À Lothringen. Donc, tu l'as vu celui-là? Oui, c'est ça, Ouais, sûr. qui est magnifique. À partir de Colette Baudoche de Barès. Voilà. Alors, pour commencer, je vais vous passer un très bref extrait d'Othon. Qui sont les premières minutes du film, parce que ça sert à rien en fait d'en parler sans le voir. Je ne sais pas si vous l'avez vu, non. Si j'ai pris, si on a aimé, si j'aime ce film autant, c'est parce que Daniel Huyet le décrivait comme étant le plus violent qu'ils ont pu faire. Il date de 1979 et Othon reprend la pièce de théâtre fameuse de Corneille. Je vous passe les 10 premières minutes, simplement. Et puis, je voulais vous dire que c'est violent, quoi. C'est violent, c'est-à-dire que c'est assez inattendu et douloureux. Et c'est aussi très beau et bouleversant. Donc, je vous passe juste ces 10 premières minutes. Et puis, ensuite, on va en parler. Je ne sais pas où on éteint. On fut préfet du prétoire que pour couronnement d'une action si noire, les mêmes assassins firent encore percer Baron, Turpillian, Capiton et Masser. Je vis qu'il était temps de prendre mes mesures, qu'on perdait de neuron toutes les créatures, et que demeuré seul de toute cette cour, à moins de protecteurs, j'aurais bientôt mon tour. Je choisis Vinus dans cette défiance, pour plus y aurait j'en cherchais l'alliance. Les autres, non ni sœurs ni filles à me donner, 200 secondes, tout est à soupçonner. Vous furez reçu. Oui, déjà l'hyménée aurait avec Clotilde une ma destinée, si ces rivaux des talents savaient divertir un maître à qui sans eux n'osait rien consentir. Ainsi, tout votre amour n'est qu'une politique et les cœurs ne sont point ce que la bouche explique. Il ne le sentit pas Albert du premier jour, mais cette politique est devenue amour. Tout m'emplaît, tout m'encharpe, mais mes premiers scrupules prennent un si cher objet passé pour ridicule. Vinus est consul, Vinus est puissant, il a de la naissance,
ses idées agissantes, il suit défavorer la pente trop commune. L'otiné en lui, c'est soin de sa fortune, son cœur est noble et grand. Quoiqu'elle ait des vertus, vous devriez d'Alain être un peu combattu. La nièce de Galba pour d'autres va l'empire, vaut bien que pour elle assez près on soupire. Son oncle doit bientôt lui choisir un époux, les mérites des sangs font un éclat en vous, qui préjoindra encore celui du diadème. Mon cœur, c'est pour extraire ce que j'aime et que pour moi, Camille aura tant de bonté que je dusse espérer de m'en voir écouter. Si, comme tu l'as dit, sa main doit faire un maître, aucun de nos tyrans n'est encore là de l'être. Et ce serait tous trois les attirer sur moi, qu'inspire sa mémoire d'apercevoir sa foi. Surtout de Vinus, le sensible courage ferait tout pour me perdre, pente et outrage. Et se pencherait même à la face des dieux si j'avais sur Camille détourné les yeux. Pensez-y toutefois, ma sœur est auprès d'elle, je puis vous y servir, l'occasion est belle. Tout autrement que vous s'en laisserait charmer, je vous dirai plus si vous osez l'aimer. Porte la d'autre comment c'est d'abord si inutile, mon cœur tout applaudi est fermé pour Camille. La bonté de l'objet, la honte de changer le succès incertain, l'infaillible danger, tout fait à tes projets d'invincibles obstacles. Seigneur, à moins de rien, c'est fait des miracles. Assez de grands rivaux, peut-être serait doux d'Otavius, un gendre tel que vous. Et si l'un, par bonheur à Galba, vous propose, ce n'est pas qu'après tout j'en sache aucune chose. Je laisse